À la conférence du bio partout et pour tous, comment conjuguer justice sociale et qualité alimentaire sur le territoire. Cette conférence est organisée par l'Agence Bio. Donc, elle aura pour objectif de mettre en lumière les politiques publiques et les initiatives citoyennes qui visent à renforcer l'accessibilité du bio au plus grand nombre et rendre nos territoires plus résilients. Elle mettra en évidence les démarches d'acteurs, consommateurs, citoyens, élus, qui contribuent à rendre accessibles les produits bio au restaurant, en magasin, sur les marchés, dans les épiceries sociales et solidaires. Dans un contexte où le panier alimentaire des ménages a été fortement frappé par l'inflation depuis ces 2 dernières années, elle permettra d'ouvrir des imaginaires et par retour d'expérience de construire de nouveaux modèles alimentaires plus justes, plus durables et plus résilients. Donc je remercie nos intervenants, donc Audrey Pulvar qui est adjointe à la mairie de Paris en charge des questions alimentaires, donc alimentation durable, agriculture et circuit court. Éric Faury, qui est directeur de la cuisine centrale de Canéjan, donc en Gironde, et qui également est administrateur du réseau Agores, qu'il aura certainement l'occasion de présenter. Et enfin Aurélie Mézières, donc, qui est maire de la commune du Plessis, engagée sur des questions de transition alimentaire, de démocratie aussi participative. Elle nous donnera son témoignage. Boris Tavernier devrait nous rejoindre, donc le député du Rhône devrait nous rejoindre vers 13h, j'espère, pour pouvoir conclure cette intervention. Il s'excuse auprès de vous. Voilà. Du coup, commençons peut-être avec Audrey. En fait, ma première question consiste plutôt autour de la stratégie en termes d'alimentation durable de la ville de Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette stratégie en cours et mettre peut-être en évidence le rôle de la restauration? Merci, bonjour à toutes et tous. La stratégie de Paris en matière d'alimentation durable, en fait, nous, ce qu'on a décidé de faire, ça s'est décidé un peu avant mon arrivée, mais ça a été renforcé ensuite après mon élection auprès d'Anne Hidalgo en 2020, puisqu'il y a eu la création de cette délégation qui n'existait pas avant, délégation à l'agriculture, l'alimentation durable, les circuits courts et de proximité. La stratégie, elle consiste à utiliser le levier de la commande publique pour accompagner la transition écologique de l'agriculture qui nourrit Paris, en tout cas qui nourrit sa restauration collective dans un premier temps. Si les Parisiens nous font encore confiance et que la stratégie se poursuit, dans le prochain mandat, probablement que nous pourrons aller vers la restauration commerciale. Mais en tout cas aujourd'hui, utiliser le levier de la commande publique pour accompagner donc cette transition de l'agriculture qui approvisionne notre restauration collective et par ailleurs organiser tout un réseau, 160 projets soutenus depuis le début de cette mandature d'installation de lieux d'alimentation durable à prix abordable. Donc ça peut être des épiceries de vrac, des épiceries sociales et solidaires, des cuisines partagées, des cuisines participatives, des halles alimentaires. Tout ça accompagné de beaucoup de dispositifs et de programmes de sensibilisation, d'éducation dans les quartiers populaires de la ville. Non pas parce qu'on considère qu'il faut éduquer entre guillemets les ménages modestes, mais parce qu'on estime que les ménages plus aisés peuvent d'eux-mêmes avoir accès à un certain nombre de dispositifs et d'informations et que notre action se concentre évidemment vers les familles, les ménages les plus modestes. Donc premier gros levier, donc le levier de la commande publique, c'est la restauration collective, 30 millions de repas par an. Comme toutes les autres collectivités, toutes les autres mairies, dans les crèches, dans les écoles, dans les collèges, dans les EHPAD, dans les restaurants administratifs, dans nos 40 restaurants solidaires, dans du portage à domicile. On a passé 2 années entre 2020 et 2022 à élaborer notre plan alimentation durable avec toutes les parties prenantes, à commencer par nos gestionnaires de la restauration collective et bien sûr des représentants des convives. Et ce plan a été voté à l'unanimité du Conseil de Paris en juin 2022. Il fixe comme objectif 100% de bio et ou durable dans la restauration collective parisienne d'ici 2027, dont 75% de bio et dont 50% produits et transformés. Le et transformé est important, à moins de 250 km de Paris. Rapidement, pourquoi je dis bio et ou durable? Parce que évidemment, tout notre bio est durable, mais tout notre durable n'est pas forcément bio. Nous avons des critères de durabilité dont fait partie le label bio, mais aussi le label rouge pour certaines
certaines viandes d'élevage avec les cahiers des charges les plus exigeants, notamment en termes d'alimentation du bétail et de conditions de vie et de mort des animaux. Des labels complémentaires comme Commerce équitable Nord-Nord, Commerce équitable Nord-Sud. On a reçu un prix hier ici au Salon des Maires sur le stand de... le nom m'échappe, mais je connais que enfin, les grands spécialistes. Aide-moi, Alice. Max Havelaar, voilà, merci beaucoup. Et puis d'autres labels comme Territoire de biodiversité, Nature et Progrès, etc. Donc, critères de durabilité également, la pêche durable, qui est un de nos critères. Et donc, avec ces critères-là, on fait avancer la qualité de l'alimentation servie à nos convives et on apporte des débouchés sûrs, pérennes à des paysans et des paysannes. Je dis paysans et paysannes parce que c'est essentiellement une agriculture paysanne. Hein, on soutient pas spécialement le secteur de l'agro-industrie. Les paysans et les paysannes qui s'engagent, qui peuvent s'engager plus sereinement dans des méthodes agricoles les plus durables, voire vers la bio, en sachant que, eh bien, il y a ce marché au bout, le marché de la restauration collective parisienne. Donc aujourd'hui, on est à 46% de bio dans notre restauration collective, 56% bio et durable, si on prend les autres critères de durabilité. Et puis, s'ajoute à cela une stratégie de bannissement des plastiques. Pour moi, c'est au moins aussi important que le bio. Bannissement des plastiques de la restauration collective pour éviter non seulement les déchets, mais les perturbateurs endocriniens. Ça, on est en train d'arriver au bout de cette stratégie et d'avoir une restauration collective 100% sans plastique, pas seulement les plastiques à usage unique, toutes les formes de plastique, depuis l'entreposage, toutes les phases de fabrication, de distribution, de service et de revalorisation ensuite. Bon, je vous donne quelques items de notre plan alimentation durable et j'arrête parce que sinon ça peut durer 4 heures. Mais voilà, parmi les objectifs, donc je vous disais 75% de bio, 100% d'œufs bio issus de poules élevées en plein air, ça c'est fait, on y est. 100% de bananes et de chocolat commerce équitable, c'est fait aussi. Zéro perturbateur endocrinien, on y arrive. Zéro huile de palme, on y est. Zéro OGM, théoriquement, on y est déjà. Et une sortie complète des sels enfin un bannissement des sels de nitrite. Donc ça aussi, alors là sur la restauration collective adulte, on n'y est pas encore, mais on y arrive. Mais en tout cas, sur la restauration collective enfant, pas de sel de nitrite dans notre restauration collective. Et puis 2 repas végétariens, 2 repas entièrement végétariens par semaine. C'est plus facile de faire du bio sur du végétarien, mais c'est pas le seul objectif. Une alternative végétarienne les autres jours. Ça, sur l'alternative, tout le monde n'y est pas encore, mais la deadline, c'est le 1er janvier 2025. Donc ceux qui n'y sont pas encore quelques mois, mais sur les 2 repas végétariens, on y est déjà. Voilà. Merci beaucoup Audrey. Du coup, donc on voit la stratégie déployée par la ville de Paris avec comme levier important la restauration. Et Paris est donc le premier acheteur public de bio en France. Voilà, félicitations, bravo. Du coup, la restauration est vraiment moteur pour rendre accessible le bio à la population. Je me tourne vers Eric, du coup, Eric Faury. Voilà, comment cette question a été travaillée au niveau de la cuisine centrale de Canéjan. Peut-être par évoquer aussi les leviers, les dispositifs utilisés. Comment vous l'avez travaillé en tant que professionnel ? Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de travailler le bio, il a fallu travailler la bonne alimentation pour les enfants. Ça a été un programme qui a été... Ça fait 20 ans que j'y suis. On a mis ça en place depuis 20 ans. On travaille bien, mais on a voulu encore travailler mieux, toujours plus. Et à la commune de Canéjan, en septembre 2017, d'ailleurs, on avait commencé les repas végétariens, bien avant la loi Egalim. Puisqu'on considérait que les apports de protéines autres qu'animales étaient convenables pour la santé. Donc avant la loi Egalim, on était parti là-dessus. Ensuite, on a aussi fait un diagnostic de notre restauration et une formation de nos cuisiniers, justement sur l'alimentation durable et l'apport des protéines hautes que animales.
Je vais venir au bio, vous inquiétez pas. Donc on a mis ça en place en 2021, en décembre 2021. On a formé nos cuisiniers et on a demandé aussi un diagnostic de notre système alimentaire. Et l'année dernière, de par Monsieur Gilles Davot qui a travaillé avec nous, qui a formé l'ensemble de notre équipe sur l'alimentation durable, et ensuite on a mis en place un projet alimentaire de référence. Alors ce projet alimentaire de référence, ça permet aussi de répondre aux attentes des consommateurs, des cuisiniers, des élus, justement, pour voir comment on fonctionne. Et ça sert à définir la politique de la collectivité quant à l'élaboration des repas pour les enfants et pour les familles. Les mettre en évidence et mettre en évidence puisque tous les acteurs de la restauration de nos enfants, puisqu'il faut savoir que les enfants qu'on nourrit aujourd'hui, il faut qu'ils soient bien nourris. Hein. C'est eux qui vont nous nourrir plus tard. Hein. Enfin, moi, j'avance dans l'âge, donc c'est eux qui vont me nourrir plus tard. Et ce projet alimentaire de référence qu'on a mis en place, ça permet aussi de mettre en avant la nécessité de tous les acteurs de la restauration collective, que ce soit les parents d'élèves, puisqu'ils sont forcément acteurs de la restauration de leurs enfants, mais aussi les enseignants, les enfants eux-mêmes, les accompagnants, les personnels de service, l'équipe de cuisine. Ça a mis en évidence la nécessité de tout le monde de prendre en compte une bonne alimentation pour les enfants. Et de par ça, effectivement, on s'y est retrouvé par rapport pour les bénéficiaires. Justement, on a travaillé plus de faits maison. Alors, on travaillait déjà pas mal de faits maison, mais on travaille plus de faits maison, des produits bruts. On a une meilleure qualité de nos achats alimentaires et une meilleure satisfaction des parents, parce que quand on fait la réunion des parents d'élèves, on n'a pas trop de retours. On a 95% d'occupation de nos restaurants scolaires. Pour les agents, ça a été aussi un bénéfice parce qu'on a pu mettre en place toutes des actions de communication envers les agents et de formation aussi pour qu'ils puissent donner une alimentation saine et durable aux enfants. Et puis, bien sûr, pour la politique, la commune, eh bien, ça a été un bénéfice de maîtrise du budget. Et puis ensuite, eh bien, on a pu, grâce à tout ça, travailler sur la mise en place progressive du bio, un peu plus dans nos menus, un peu plus dans notre travail. Je vais un peu résumer, mais je veux dire, depuis 2 ans, on a maintenu notre prix de revient alimentaire. Et on est passé de 6% de bio il y a 3 ans à 27-28% aujourd'hui, je crois. Je n'ai pas encore fait mes derniers calculs. Et tout ça sans toucher à notre budget alimentaire. Alors, effectivement, l'apport du bio dans les restaurations, aujourd'hui, on nous dit, bien sûr, ça coûte plus cher. Vous avez raison, vous avez entièrement raison. Quand on voit un kilo de rôti qui va coûter peut-être 20 ou 30% plus cher par rapport à du rôti conventionnel, effectivement, ça coûte plus cher. Sauf qu'à la cuisson, ça diminue moins, donc il n'y a pas de problème. On nourrit autant les enfants. Aujourd'hui, il faut travailler aussi sur l'apport des protéines, puisque l'apport des protéines, il s'avère qu'on apporte beaucoup trop de protéines de type animal à nos enfants, à nos convives, ce qui fait que si on diminue la part des protéines, alors ça va être un peu difficile de le dire aux parents, parce qu'effectivement, c'est sur le menu, il n'y a pas le morceau de viande dans le plat, dans le menu du jour, ça va pas aller. Mais si on diminue la part de protéines pour les enfants, ce sera meilleur pour leur santé. Et ensuite, quand on amène des produits de qualité aux enfants, c'est toujours meilleur pour leur santé. Alors, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de la santé. Simplement, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment essentiel pour nous de prévenir nos enfants et de former aussi les parents, de leur expliquer que ce qu'on est en train de faire sur l'alimentation de leurs enfants, c'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'on nourrit les enfants 140 jours par an. 140 jours par an, vous faites le calcul, 365 jours dans l'année, multiplié par 3 repas, matin, midi et soir. Vous divisez ça par 140, ça fait 10% de l'alimentation. Mais même si on ne représente que 10% de l'alimentation,
et ça je tiens à le dire, c'est que ces 10%, il n'y a pas que l'alimentation, c'est ce qu'on apporte aussi aux familles de leur donner, de donner à manger comme il faut à leurs enfants et de leur expliquer pourquoi on fait ça. Et après, chez eux, les enfants réclament. Moi, j'ai des fois des parents qui m'envoient des mails. Est-ce que je peux avoir la recette de... Ben, je peux leur donner, bien sûr. Mais c'est vraiment intéressant parce que ce qui prouve que derrière tout le travail qu'on a mis en place est nécessaire et satisfaisant. Ce travail qu'on a mis en place, et je tiens à remercier publiquement nos élus, puisque voilà, sans vous, ça ne marche pas. Les directeurs de restauration municipale, puisque nous sommes en autogéré, ça ne marche pas sans les élus. Ça ne marche pas sans l'équipe de cuisine. On a changé de chef de cuisine qui s'est encore plus investi dans le système de restauration. Ça ne marche pas sans tous les acteurs de la restauration. Ça ne marche pas non plus sans les enseignants. Je conseille aux directeurs de restauration municipale d'avoir un très bon rapport avec les enseignants. Moi, j'interviens régulièrement dans les classes avec la diététicienne en faisant des animations dans les classes. La dernière, c'était avant-hier, où on leur a fait un 4 quarts, 4 produits, pour ceux qui ne savent pas. Il y a des œufs, de la farine, du sucre et une matière grasse, du beurre. Parce qu'on on met pas d'huile de palme. Ça, je ne sais même plus ce que c'est l'huile de palme. Et puis, quand on leur a acheté des 4 quarts, on a acheté des 4 quarts dans le commerce, et avec la diététicienne, on leur a fait goûter les 2 4 quarts et on leur a montré les étiquettes des 2 4 quarts. Et en plus, sur la mairie de Canéja, on a un système de communication qui envoie ça aux familles. Donc c'est vraiment essentiel de bien nourrir les enfants et de mettre en place ce bio et cette bonne alimentation. Et cette information, cette pédagogie, cette sensibilisation auprès des parents, des personnes qui travaillent au sein de la cuisine. Je te ferai intervenir après à nouveau sur la cuisine et notamment sur les dispositifs. Je vais laisser la parole à Aurélie parce que du coup Eric et Audrey ont présenté en fait l'importance des politiques publiques et l'importance de la restauration dans les questions de transition alimentaire vers plus de durabilité. Du coup on peut rester un petit peu dans les cuisines parce que je pense que c'est une thématique qui est abordée au niveau de Plessé, mais aussi la question de la participation citoyenne, la démocratie alimentaire, ce sujet-là qui me semble être intéressant à illustrer au travers de votre témoignage. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais resituer Plessé parce que je pense que personne ne sait où c'est. Ah si, quand même, merci. Donc en Loire-Atlantique, c'est une commune de 5400 habitants, une commune très étendue qui est aussi grande que Paris intramuros, avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus de vaches. On a un territoire donc très agricole, on a 92 exploitations sur la commune, 44% des terres en bio, donc ça c'est historique. On a beaucoup d'agriculteurs qui se sont installés en bio depuis de très nombreuses années. Donc, on est labellisé territoire bio engagé. Et je vais faire un petit pas de côté parce que les 92 exploitations, c'est un tissu qui est très riche économiquement et on a les mêmes problématiques que partout. C'est-à-dire que c'est un public qui est vieillissant et on avait les problématiques donc de transmission des fermes, etc., etc. Et à Plessé, je suis élue depuis 2020, on a tout de suite travaillé la question de la démocratie participative. Donc la petite particularité, c'est qu'on n'a pas de commission municipale, on n'a que des comités consultatifs qui sont ouverts à tous les habitants à partir de 14 ans. 14 ans parce que voilà, vous avez une mobilette ou un scooter et vous pouvez venir en réunion. Et donc on a ouvert 8 comités avec... dont un qui n'était pas une compétence communale, qui est le comité agriculture, alimentation, biodiversité, environnement. Donc je parle de l'agriculture qui est plutôt une compétence soit régionale, soit d'État ou d'Europe. Et pour nous, c'était très important parce que justement, ces 92 exploitations, c'est de l'économie, ça façonne notre paysage. Et c'était important qu'en tant qu'élus, on accompagne ces transmissions. Et donc, dans ce comité, on a des agriculteurs, des habitants, de la société civile, des élus, des agents. Et on avait une feuille blanche devant nous
en nous disant très bien, voilà, on a le constat des agriculteurs qui vont partir à la retraite, qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé du coup de créer une PAC, une politique agricole et alimentaire communale, un gros clin d'œil évidemment à la PAC européenne, qui est déclinée en 6 axes, que je ne vais pas évidemment là vous expliquer, mais je vais juste prendre un des axes. Qui était, alors la globalité, c'est d'accompagner les agriculteurs, le foncier, d'aller vraiment de la fourche à la fourchette, de mettre tout le monde autour de la table sur ces problématiques de transmission, de terre, de foncier, etc. Et un des axes, donc, c'est les circuits courts. Là, c'était un axe, je dirais, le plus facile, parce qu'en tant que collectivité, nous avons la restauration collective. Alors nous, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles qu'à Paris, bien évidemment. On a 430 repas par jour. Oui, il y a d'autres, chacun ses problématiques. Et ensemble, voilà, on s'est dit, on était en gestion concédée, et on s'est dit, la restauration collective, donc on le sait, c'est un formidable levier des collectivités, si on en a envie, et là je vous rejoins, si les politiques le veulent pas, vous pouvez avoir toute la bonne volonté du monde, ça marche pas. Et en même temps, s'il n'y a que les politiques qui le veulent et que personne au niveau des agents et tout ça sont embarqués ou les parents, ça ne marche pas non plus. Donc l'idée était de travailler ce projet de passage de la régie, du système en concédé à la régie directe de la même façon que nos comités consultatifs. Donc on a créé un groupe de travail avec des habitants, des élus, des agents, et on a été accompagné par des partenaires, des enfants aussi, qui sont intervenus à différentes thématiques. Et on s'est fait accompagner par le groupement des agriculteurs biologiques du 44, qui, eux, nous ont aidés sur toute la partie en amont, recherche de producteurs, etc., de savoir sur la commune, de vraiment être dans cette démarche de la fourche à la fourchette, donc qui était intéressé, commune, et puis un peu élargie, à la notion du local, bon. Il y a autant de définitions que de personnes, à mon avis, dans le salon. Mais en tout cas, nous, on voulait voilà, du local. Et donc, on a vu les communes extérieures, etc., pour savoir qui était en capacité de fournir la commune. Et puis, on a travaillé avec donc, le groupement des agriculteurs biologiques et le mouvement des cuisines nourricières, qui, eux, nous ont accompagnés sur tout ce qui était, on va dire, plan alimentaire de référence. Ça aussi, on en a fait un. Et sur l'accompagnement des agents et des équipes sur les changements de pratiques. Et finalement, de réfléchir tous ensemble à c'est quoi la restauration collective, qui n'est pas seulement de mettre la nourriture dans l'assiette des enfants. C'est un moment qui est très particulier, qui est dans la vie de l'enfant, le moment du repas du midi, voilà, on décompresse un peu, et puis il y a les agents qui voudraient que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas trop de bruit, etc. Donc, comment on aménage la salle aussi de restauration, puisque finalement, quand on est dans la restauration commerciale, on met un soin particulier sur l'aménagement, mais c'est aussi important, les enfants, eux aussi, ont envie d'être au calme et de travailler, de manger dans des conditions satisfaisantes. Et évidemment, un des objectifs phares qu'on avait, et qu'on a toujours d'ailleurs, qu'on n'a pas encore atteint, c'est d'aller au 100% bio local. On est aujourd'hui à 67%, à peu près 68%, avec un passage en régie directe qui a été acté au 1er juillet 2023. Donc on a un an de recul à peu près. Mes chiffres sont sur un an, je n'ai pas encore les quelques mois depuis. Et on a voilà, réussi en fait à embarquer tout le monde sur, et ça c'est très important, d'être autour du projet, et alors, autant intérieur qu'extérieur. Je vais rester avec vous, Aurélie. Du coup, c'est la question justement des comités. Vous parliez de comités consultatifs. J'aimerais un peu en savoir plus sur l'organisation, sur comment arriver à mobiliser aussi une population autour des enjeux de la question de la transition alimentaire et d'une alimentation durable. Et est-ce que le fait d'augmenter cette part de bio paraît être une évidence pour l'ensemble de vos concitoyens ? Alors, les comités consultatifs, donc celui qu'on a créé autour de l'agriculture, ça a été le plus populaire. Voilà, on a une quarantaine de personnes qui sont arrivées assez spontanément sur le sujet, parce que ça parle aux gens. En fait, agriculture ou alimentaire ? C'est tout ensemble, en fait.
Donc, comme on était assez nombreux à l'échelle d'une commune de 5000 habitants, on a fait des groupes voilà, différents, en effet, sur le travail plutôt sur le foncier agricole, etc., et un groupe sur le passage en régie. C'est comme tout, en fait. On arrive en tant qu'habitant, on peut arriver avec plein de... En fait, avec son vécu, avec ses croyances, sur le bio qui est plus cher, enfin, etc. Donc ça, c'est... Voilà, on le sait, le bio est plus cher pour plein de raisons. Et je ne vais pas les expliquer ici, mais en tout cas, c'est comment on arrive à acculturer l'ensemble des personnes. Chacun arrive avec son niveau de connaissance. Et l'idée, c'était de monter tout le monde en compétences. Et c'est ça le travail des comités consultatifs aussi, c'est de s'emparer d'un sujet et d'acculturer tout le monde. Et nous, l'objectif, on l'avait quand même posé, c'était un engagement de campagne qui avait été remonté par les habitants, d'avoir une bonne restauration, où les enfants sont contents de manger. C'était déjà ça. Et nous, on avait vraiment cette volonté d'aller vers le 100% bio. Parce que voilà, on est intimement convaincus que l'alimentation, c'est très transversal. On a un rôle en tant que politique de santé sociale, enfin de santé et de restauration sociale à travers la restauration scolaire. C'est des repas, alors certes ça concerne un certain nombre de repas, et je trouve qu'il y a des enfants même dans nos petites communes qui ne mangent pas forcément à leur faim, et ça pour nous c'est essentiel qu'on leur donne un repas de qualité, qu'on soit d'accord ou pas finalement, enfin c'est une vraie et par contre qu'on soit là où on a été très attentif, c'est que c'est bio, voilà, donc là il y a un engagement politique, mais on a fait un énorme travail avec les agents et notamment notre chef et sa seconde sur les goûts, les textures, on essaye des choses, on implique les enfants aussi, on a fait des ateliers autour de la nourriture, où là on invite aussi les parents, parce que vous savez très bien, c'est les enfants qui mangent, mais c'est les parents qui payent. Donc finalement, tout le monde a un petit peu son mot à dire, et les enfants ne disent pas forcément aussi ce qui se passe dans la cantine. Hein. C'était bon, c'était pas bon. Donc on a aussi fait des tests avec les gommettes, etc. Mais les comités consultatifs, ça permet vraiment cette acculturation et d'embarquer tout le monde sur un objectif où tout le monde comprend. En fait, le cadre doit être extrêmement précis. Et dans ce cadre, par contre, la liberté de parole, évidemment, il y a eu des gens qui ont dit oui, mais le bio, ça coûte plus cher. Nous, en tant que parents, on ne veut pas payer plus, etc., etc. Et juste, votre commune, combien d'habitants ? 5400. 5400. En fait, la question que j'allais poser à Boris concernait les quartiers prioritaires de la ville, mais c'est un point que Eric souhaitait aborder également. Quels sont un peu les dispositifs par exemple, je crois que vous utilisez le dispositif de 1 euro à la cantine. Est-ce que c'est un dispositif quel est votre avis sur ce dispositif et comment vous souhaiteriez le voir se développer à l'avenir ? Alors, effectivement, ce dispositif, nous, on l'a mis en place depuis 2 ans, puisque tout le monde, je ne sais pas si tout le monde connaît le dispositif de la cantine à 1 euro, mais c'est un dispositif qui a été mis en place pour aider certaines communes à donner une meilleure alimentation pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, vous retrouverez ça sur les sites concernés. Simplement, ce dispositif, nous, à Canéjan, ça nous a permis, sur 2023, d'avoir une subvention environ de 40 000 euros. Moi, quand j'ai dit à mon élu, ces 40 000 euros, il faudra qu'on va les toucher, mais c'est pour ça qu'on va les utiliser pour mettre du bio. Sauf que j'ai réussi à augmenter mon pourcentage de bio, tout en travaillant sur autre chose, sans utiliser les 40 000 euros. Mais on va les utiliser quand même, vous inquiétez pas. Ce que je veux dire, c'est que je reviens... Donc, ce dispositif qui est aujourd'hui sur les petites communes de moins de 10 000 habitants, il est dommage, et j'espère que ça viendra un jour, qu'il soit déployé sur les communes plus importantes, qui ont des territoires au propre de leurs communes qui sont un peu difficiles. Alors, excusez-moi, je ne suis pas homme politique et je ne sais pas trop définir le terme, mais effectivement, si ça a été mis en place, c'est justement pour que dans les petites communes
on puisse attirer le plus de monde possible à la restauration scolaire pour... Alors, je dis toujours restauration scolaire parce que si on veut que ce soit un peu prestigieux, notre restauration, c'est un restaurant. La cantine, voilà. Si on veut attirer nos enfants et faire bénéficier au plus de monde possible, nous on a 95%, donc ça veut dire que derrière on marchait bien, mais on n'a pas augmenté. Si on veut attirer le plus de monde et nourrir, donner une alimentation saine et durable à une partie de la population, il y a des quartiers prioritaires dans certaines villes, pas à Paris, hein, mais aussi beaucoup. et donc, c'est ces grandes villes qui ont des quartiers difficiles. Certaines familles ne vont pas emmènent pas les enfants à la restauration scolaire parce que ça coûte trop cher. Il n'y a pas d'aide. Et effectivement, avec l'association Agores, qui est une association des responsables et directeurs de restauration municipale, on est en train justement d'évoquer le sujet pour que ce dispositif soit étendu à justement ces communes qui ont des quartiers prioritaires et des quartiers difficiles, pour aider ces communes et faire venir plus d'enfants. Hein. Alors je rappelle le principe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il faut être à ce jour moins de 10 000 habitants, il faut être éligible au SRU, et puis il faut faire un tarif social. SRU, pardon. Tarif social d'au moins 5 tarifs qui vont de 1 euro ou moins à 10 euros, enfin voilà, au moins 5. Et il faut atteindre les objectifs Egalim. Les objectifs Egalim, parce qu'en plus, il y a une subvention supplémentaire cette année. Donc, ce dispositif, chez nous à Canéjan, on se retrouve avec environ sur les 450 enfants, on en a 20%. 20% de familles qui bénéficient de ce dispositif. Et la tarification sociale qui a été mise en place, Canéjan est une ville... on ne va pas dire aisée, mais socialement bonne. Ce tarif qui a été mis en place a pu aussi faire bénéficier les autres familles d'un système de restauration scolaire en baissant les coûts. Et l'argent qu'on a récupéré de par les subventions a permis aussi de baisser le tarif de nos repas pour que l'ensemble des familles payent moins cher la restauration scolaire. Ah, merci Eric pour ce témoignage. Du coup, je passe la parole à Audrey. Peut-être justement parler de la politique de la ville à destination des quartiers populaires. Quels sont les dispositifs qui permettent de rendre accessible le bio dans ces quartiers-là ? Bien sûr. Alors déjà, il y a la restauration collective. Et je réponds, je vais juste rebondir un petit peu sur ce qui a été dit. Effectivement, vous parliez tous les deux de l'importance de l'engagement politique sur le sujet. C'est évidemment une question éminemment politique. La question de l'accès à une alimentation de qualité, c'est une question de justice sociale, clairement. Et ensuite, c'est une question éminemment politique. Je veux quand même rappeler... je ne perds jamais une occasion de le rappeler parce qu'on ne l'a pas assez, me semble-t-il, à l'esprit, qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, nous avons absolument les moyens, les ressources de nourrir chaque être humain sur Terre à sa faim et que nous produisons aujourd'hui 150% de ce qu'il faudrait produire pour nourrir chaque être humain à sa faim sur Terre. Or, 900 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Donc déjà, ça... c'est un premier scandale parce que c'est évitable, ce n'est pas une fatalité. Et en plus, il y a pléthore de rapports scientifiques, notamment de l'ONU, qui démontrent qu'aujourd'hui, à 8 milliards d'êtres humains, on peut nourrir chaque être humain à sa faim en agriculture bio, et que demain, à 11 ou 12 milliards, ce sera encore possible. Donc, c'est une question de choix politique. Alors en général, quand on me dit ça, quand je dis ça, on me répond ah oui, mais oh là, comprenez, à l'échelle de la planète. Je suis désolée, hein, on arrive à faire le JAFTA, le TAFTA, le CETA, le Mercosur et plein d'autres accords de libre-échange, pas seulement bilatéraux, mais multilatéraux. Voilà, si on prend s'il y a une décision politique au niveau des États, au niveau européen et pourquoi pas au niveau mondial, puisque le GATT, l'OMC, tout ça a été transformé, mais la gouvernance mondiale des échanges économiques, elle existe encore. Preuve en est
le mouvement agricole contre le Mercosur, tout à fait justifié d'ailleurs en ce moment. Donc il y a une possibilité de prendre ces décisions-là sur le niveau, au niveau politique, et ce n'est pas de l'utopie, c'est une question de choix. Alors sur un terrain, on va dire, plus micro, en tout cas sur le terrain parisien, donc je vous le disais, on a fait ce choix politique, il a été fait par Paris depuis 2008 et amplifié, et évidemment avec la création de cette délégation en 2020, on est passé à une phase encore plus importante. Vous parliez de l'accès des plus modestes, des plus démunis à l'alimentation durable. La restauration collective, c'est déjà un très gros levier. Pour nous, aujourd'hui, je vous disais tout à l'heure, 46% de bio, 56% de bio et ou durable, du fait maison, avec tous les indicateurs que je vous ai donnés tout à l'heure. Ça veut dire que pour les convives les plus modestes, et encore une fois, c'est pas que de la restauration collective scolaire, c'est aussi pour des personnes âgées en situation de grande précarité avec du portage à domicile, pour des publics en situation de grande précarité avec nos 40 restaurants solidaires, pour le personnel de la ville de Paris avec un tarif social, pour de l'alimentation, de l'aide alimentaire également. Eh bien, en tout cas dans la restauration collective, le tarif d'entrée pour les crèches et les écoles, c'est 13 centimes d'euros. Donc pour 13 centimes d'euros, un enfant qui est issu d'un ménage modeste a accès tous les midis à des légumes et fruits frais, bio, de saison, et dans comment dire, dans la mesure du possible locaux. Locaux, c'est à moins de 250 km pour nous, et s'ils ne sont pas locaux, au moins ils sont français, et à des produits faits maison, pas transformés, pas industriels, etc. 13 centimes d'euros. Donc ça, c'est quand même un levier d'accessibilité. Ensuite, il y a, je vous disais tout à l'heure, tout ce réseau, je parlais d'épicerie sociale et solidaire, de cuisine partagée, etc., mais c'est aussi des lieux de transformation, des laiteries, des boulangeries, des conserveries, des implantations de magasins 100% bio à tarif ultra accessible que nous favorisons, des dispositifs, j'ai dit tout à l'heure, d'accessibilité. Donc on est effectivement très, très impliqué dans ça, et vous savez, il n'y a pas que des personnes riches à Paris, loin de là, hein. Là aussi, je veux rappeler que 80% des Parisiennes et des Parisiens sont éligibles au logement social. On a une vision de Paris qui est très parcellaire, parce que voilà, c'est la légende, c'est Paris, c'est très beau à l'international, c'est magnifique. Moi, j'adore Paris, et c'est une capitale extraordinaire. Et il y a effectivement le revenu moyen à Paris est plus élevé que dans le reste de la France, etc. Mais nous avons aussi des classes moyennes et des classes plus modestes, et des personnes en situation de grande fragilité qui sont nombreuses. Mais là où j'insiste sur l'aspect politique de la chose, je devance un petit peu la question suivante, parce que je suis en Conseil de Paris en ce moment. J'allais vous lancer sur la question suivante, sur la question de la structuration de la filière. Donc je vais devoir vous quitter dans pas longtemps. Question suivante, effectivement, sur la structuration des filières. L'avantage de ne pas avoir que 400 repas par jour, franchement, parfois j'aimerais bien, hein, ce serait plus simple. C'est que moi, si vous voulez, j'ai vraiment à cœur de prendre les choses sur l'ensemble des paramètres. On fait quoi? On accompagne la transition écologique de l'agriculture qui nourrit Paris. Dans quel objectif? Premier objectif, réduire la part de l'agriculture et de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre d'une ville comme Paris. Ça, c'est un des premiers grands objectifs, puisque agriculture et alimentation représentent presque 25% des émissions de gaz à effet de serre d'une ville comme Paris, c'est-à-dire le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre après le transport, avant le logement et tout le reste. Donc première chose, c'est cet objectif-là. Deuxième chose, garantir un revenu décent aux agricultrices, aux agriculteurs, aux paysannes, aux paysans, aux éleveuses et éleveurs, et quelques pêcheurs et pêcheuses qui approvisionnent la restauration collective de Paris. Troisième chose, structurer les filières d'agriculture et d'alimentation durable pour offrir des débouchés, mais sur l'ensemble de la chaîne, offrir des débouchés sûrs, structurés et rémunérateurs pour le secteur de l'agriculture et l'alimentation durable. Ensuite, il y a l'accessibilité de toutes et tous.
à la fin des fins, ne jamais oublier la question de la saveur et du plaisir. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, donc effectivement, formation des équipes, rencontre avec les convives, on invite les parents, etc., etc. La démocratie participative, c'est très important, c'est ce par quoi on a commencé d'ailleurs, puisque pendant qu'on élaborait le plan alimentation durable, on a aussi organisé en 2021 une conférence citoyenne de l'alimentation durable avec une centaine de franciliens. Je voulais qu'il n'y ait pas que des Parisiens, donc on est une centaine de franciliennes et de franciliens. Ensuite, il y a eu le plan alimentation durable, la stratégie de bannissement des plastiques, et puis le deuxième semestre 2022, des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable qui ont réuni 1000 représentants de tout l'écosystème agriculture, alimentation, mais même au-delà de l'alimentation durable, parce que par exemple tous les syndicats agricoles, dont un en particulier, étaient représentés. Donc toutes les formes d'agriculture étaient représentées dans cette grande discussion que nous avons organisée sur le foncier, la préservation de la ressource en eau, la transformation, la qualité des produits, la végétalisation des assiettes, etc., etc. Et tout ça a conduit, j'en arrive à cette structuration, à la création d'une association de coopération territoriale qui s'appelle AgriParisSen. Et je vous disais tout à l'heure, parmi les préoccupations donc, que j'ai listées, je vais oublier la principale qui vraiment me tient particulièrement à cœur, c'est la question de la réciprocité. Je voulais qu'on sorte vraiment de cette habitude très ancienne d'avoir une ville de Paris qui surplombe son environnement proche et un peu plus lointain, une ville de Paris qui capte tout le meilleur pour renvoyer finalement ses déchets, voilà, à traiter, et qu'on soit vraiment dans de la réciprocité entre territoires périurbains et surtout ruraux qui nourrissent Paris, et Paris qui est le débouché majeur, le marché finalement. Donc cette association de coopération territoriale qui au départ devait s'appeler AgriParis et qui s'appelle AgriParisSen, parce que je veux vraiment qu'on ait toujours présent à l'esprit cette question de réciprocité et de territorialité au-delà de Paris. Elle réunit le PETR du nord de Lyon, la ville de Paris, Haute-Paris, la métropole du Grand Paris, la Seine-Saint-Denis, la métropole Rouen-Normandie et la communauté d'agglo, le Havre-Seine. Donc vous voyez que toutes ces collectivités-là n'ont pas la même sensibilité politique, mais elles ont fait toute partie des états généraux de l'agriculture et de l'alimentation durable. On a réussi à travailler ensemble et à se mettre d'accord sur une définition de nos critères de durabilité. Et j'ai oublié de le dire tout à l'heure, très important, la HVE ne fait pas partie pour nous de nos critères de durabilité. Et je vais peut-être me faire huer ici, mais là aussi, je n'aurai jamais une occasion, merci, de dire que je considère et je prends la responsabilité de ce terme. J'ai l'habitude de prendre des tomates, enfin c'est pas la saison, hein, que la HVE c'est une escroquerie. Et donc voilà, en tout cas intellectuelle en tout cas. Et donc pour nous, le critère d'HVE n'est pas un critère de durabilité. Mais malgré nos divergences politiques, nous avons réussi, membres d'AgriParisSen, à nous entendre sur cette définition. Et pourquoi on s'est mis ensemble? Parce qu'on se dit que dans cette association, il y a des territoires qui sont plutôt des territoires producteurs, Lyon, Rouen-Normandie, le Havre-Seine, et des territoires plus consommateurs, Seine-Saint-Denis, Paris, métropole du Grand Paris, et qu'il nous faut, avec nous, consommateurs, les marchés qu'on offre, les débouchés qu'on offre et la capacité de structuration qu'on offre aux filières d'alimentation durable, que ça profite aussi aux territoires producteurs pour eux-mêmes redevenir nourriciers de leur propre population. Je prends souvent cet exemple. Christian Grancher, qui est maire d'une petite commune de la communauté d'agglomération Le Havre-Seine, qui est très proche d'Édouard Philippe et qui est le représentant du Havre-Seine dans AgriParisSen, dit « Mais nous, on est un territoire de production agricole, et donc là, puisqu'on parle de bio et de durable, de production agricole bio et durable, moins de 2% de nos productions restent sur le territoire. » Tout le reste part à l'exportation sur le reste de la France, pas forcément à l'exportation ailleurs. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas le marché, le débouché, parce qu'on n'a pas la capacité de transformer. Et donc l'idée avec AgriParisSen, c'est de vraiment
structurer aussi les filières pour implanter des lieux de transformation, pour rationaliser la logistique par exemple, pour que ces territoires-là non seulement puissent répondre à la demande de Paris, mais aussi redeviennent nourriciers pour leur propre territoire. Et c'est en ça que je parle de réciprocité. Et puis dernière brique, à côté d'Agri-Paris-Seine, on a, pardon, je vous avais dit ça peut durer 4 heures. Dernière brique, à côté d'Agri-Paris-Seine, on a Seine Nourricière, qui est là un projet vraiment porté par la ville, mais auquel participe Agri-Paris-Seine, et c'est tout un consortium, hein. Il y a d'autres collectivités, des organismes, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, Nona, La Pure, etc., qui nous accompagnent, la Banque des Territoires, très proche aussi. Et donc, Seine Nourricière, c'est une série d'études que nous avons lancées en répondant à un AMI de la Banque des Territoires sur la question de la logistique décarbonée dans le bassin sur tout le long de ce bassin de la Seine. Donc là aussi, ça ne profitera pas que à Paris. Et l'objectif, c'est d'identifier comment structurer la logistique via le fleuve, mais pas que, pour les filières d'alimentation durable, notamment les filières de légumineuses. On se rend compte, je vous parlais de 30 millions de repas pour Paris par an, c'est 35 si on ajoute la Seine-Saint-Denis, et si on prend tout Agri-Paris-Seine, c'est 90 millions de repas en restauration collective chaque année. Donc si, avec ces 90 millions de repas, si on fixe des objectifs de durabilité et de bio très élevés, on a un rôle important de structuration des filières qui, encore une fois, doit rejaillir sur l'ensemble des territoires. Je veux vraiment sortir de cette idée que Paris prendrait tout ce qu'il y a de bien et puis vous laisse vous débrouiller avec le reste. Non, il faut vraiment que ce qu'on met en place aujourd'hui, on a la chance d'être un territoire, Paris, qui a des possibilités, qui a des leviers, qui a un marché, qui a de l'argent, pas assez, mais qui en a un peu plus que d'autres. Et il faut qu'on profite de cette position-là pour arriver à entraîner les choses et que ce soit profitable, pas seulement pour Paris, mais pour l'ensemble des territoires environnants et un peu plus loin. Comme on le voit avec Agri-Paris-Seine, en fait, Paris joue la carte de la réciprocité, de la solidarité entre territoires et du coup permet justement d'envisager des structurations de filières vers une alimentation durable. Du coup, je me tourne vers Eric et Aurélie. Il y a des démarches qui existent. Je crois que vous êtes... moi, je vais devoir vous laisser. Pardonnez-moi. Audrey doit nous laisser. Et Boris Tavernier va nous rejoindre pour faire le mot de la fin. Merci Audrey. Et du coup, Eric, Aurélie, je voulais avoir votre témoignage sur les démarches que vous avez entreprises. Notamment, on pourrait citer la démarche Territoire Bio Engagé. Peut-être pouvez-vous nous illustrer un petit peu cet engagement. Alors peut-être Aurélie, puisque la démarche a déjà été initiée et déjà effective. Et Eric, ensuite, puisque je crois que c'est une démarche que tu souhaites... voilà, on va essayer d'être très concis parce que je crois qu'on a une conférence qui est juste derrière. Et je laisserai le mot de la fin à Boris Tavernier qui nous a rejoints. Eh bien, on va être assez bref. Avec la mise en place de la politique agricole et alimentaire communale sur Plessé, pour aller justement sur les problématiques de la fourche à la fourchette, c'était hyper important de mettre en avant aussi le travail qui est fait par les agriculteurs, là, du coup, qui n'est pas celui des politiques. Et c'est pour ça qu'on a engagé tout de suite, quand j'ai vu qu'il y avait ce label Territoire Bio Engagé, de se dire c'est une belle reconnaissance pour le monde agricole. Donc avec les 44% de terres en bio, et puis comme il y a les deux pendants, c'est-à-dire les terres en bio et le pourcentage de bio aussi dans la cantine, c'est un moyen de mettre en lumière le travail que les agents font au quotidien. Donc cette reconnaissance, elle est importante, je pense, et aussi on est toujours dans cet esprit d'acculturation pour que les habitants comprennent ce qu'il y a derrière et que le fait de soutenir l'agriculture biologique, c'est aussi la qualité de l'eau, c'est aussi la biodiversité, et c'est pour un peu décloisonner aussi et d'aller au-delà peut-être des clivages souvent sur l'agriculture, et voilà, que chacun se rende compte. Et la politique agricole et alimentaire communale qu'on a mis sur la commune, elle est là pour ça. On fait des journées du patrimoine agricole, tout simplement aussi pour que les gens se rendent compte que les fermes, elles sont là, il y a du patrimoine vivant avec les animaux, avec la biodiversité. Et
Et juste pour conclure, en fait, de le faire avec ensemble. On le dit tout le temps, nous c'est un peu notre maxime, mais seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, les démarches collectives, elles sont très très intéressantes et elles payent bien après pour la planète. Merci Aurélie. Eric, du coup? Il me reste à peine 30 secondes. Donc, je voulais juste donner une petite précision par rapport au bio. On dit toujours que le bio, ça coûte plus cher. Alors oui, effectivement, ça coûte plus cher au kilo quand on passe au supermarché ou quand on fait appel dans nos appels d'offres. Mais on ne se demande pas ce que ça va coûter dans 10 ou 20 ans au niveau santé. Alors, comme je vous rappelle, je ne suis pas du tout du professionnel de la santé, mais ça coûte peut-être un petit peu plus cher aujourd'hui, ça coûtera peut-être moins cher demain. Ça, je voulais le préciser, excusez-moi d'avoir pris ce moment. Et puis, bien, comme pour vous, moi, j'ai engagé cette démarche de territoire bio engagé pour 2025, justement auprès de mes élus, justement pour mettre en avant tout le travail qui a été mené par la municipalité, mais aussi par les équipes de la restauration, les chefs de cuisine, les cuisiniers qui se passent la matinée à éplucher des radis, par exemple. Je trouve que tout ce travail, on ne met pas assez en lumière le travail des équipes dans les services de restauration. Et ce travail, grâce à Territoire Bio Engagé, va pouvoir être un peu plus mis en lumière auprès de la population. Ça ne va rien changer pour nous parce qu'on va continuer à travailler comme il faut. On va continuer à progresser dans notre pourcentage de bio parce que je suis convaincu, et moi aussi je peux passer 4 heures à en parler parce que je suis entièrement convaincu sur ce sujet, mais simplement c'est que je veux qu'on mette en place ce label pour justement mettre en évidence tout le travail qui a été mené par les équipes et par les élus sur la restauration scolaire de Canet-Jean. Merci Eric. Alors je suis désolé, on n'aura pas le temps de prendre de questions. Je vais laisser le mot de la fin à Boris Tavernier, donc député, fraîchement député, élu, voilà. Peut-être aborder la question de la sécurité sociale de l'alimentation. Alors, je m'excuse déjà pour le retard et j'aurais bien aimé être là plus tôt. Et je vais quand même profiter de rebondir sur vos propos. Moi, je dis toujours que ce n'est pas l'alimentation bio qui coûte trop cher, c'est les salaires qui sont trop bas. Et puis surtout, effectivement, si vous lisez le document qui a été réalisé par le Secours catholique et le réseau CIVAM, leur rapport sur les coûts cachés de l'alimentation, c'est 50 milliards par an à peu près. De coûts environnementaux, de coûts sanitaires, rien que le diabète c'est 10 milliards par an. Donc effectivement, en fait, l'agriculture biologique et ce qu'on consomme est quand même bien meilleur pour la planète et pour notre santé. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut, en tout cas moi, depuis que je suis parlementaire depuis 3 mois, hein, donc je découvre tout ça, mais je ne lâche pas sur les questions d'alimentation que je porte depuis 20 ans, à la fois à travers VRAC, une association qui est un peu partout en France, et sur l'accès à l'alimentation et le soutien à l'agriculture biologique. Et aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin. Moi, j'ai envie au niveau législatif de travailler sur le droit à l'alimentation, qui n'est toujours pas respecté en France. J'ai fait une tribune récemment aussi dans Libération que j'ai fait co-signer à Guillaume Garot et Richard Ramos pour une grande loi alimentation. On a grand besoin pour travailler sur la santé, travailler sur la publicité notamment. Et on a posé aussi une proposition de loi pour une expérimentation de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc c'était déposé par mon collègue Charles Fournier il y a quelques semaines et que je soutiens ardemment. Pour vous la faire un peu vite, des agriculteurs en difficulté, des mangeurs qui n'ont pas le choix de leur alimentation et un système alimentaire qui est plus qu'à bout de souffle. Je dis souvent que c'est un tueur en série, il tue nos paysans, il tue notre planète et notre terre et il tue les mangeurs. Donc la sécurité sociale de l'alimentation, c'est environ 150 € par mois sur votre carte vitale que vous recevrez chaque mois, enfants inclus, avec un socle commun qui repose sur l'universalité. Ça, c'est extrêmement important, que cet argent soit pour tout le monde, qu'on sorte d'une politique alimentaire pour les pauvres. Le deuxième pilier de cette SSA, c'est la cotisation, que chacun puisse cotiser selon ses moyens. Donc effectivement, il y a des personnes qui vont payer 5 € pour recevoir 150, d'autres qui paieront beaucoup plus cher. Et le troisième pilier, qui est pour moi le plus intéressant, c'est cette notion de conventionnement. Comment on l'a fait après-guerre avec ces 150 €, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on oriente cet argent, vers quelle production. Et évidemment, aujourd'hui, dans les expérimentations qui sont menées un peu partout en France,
On travaille sur notre système alimentaire, un peu à l'instar des conventions citoyennes. Une assemblée citoyenne est créée, les gens vont faire un apprentissage collectif, et puis derrière, les choix sont faits. Et souvent, c'est des bons choix qui sont orientés vers une agriculture biologique. Et ça, est-ce qu'on est capable, partout en France, de se regrouper, de pouvoir choisir avec qui on a envie de travailler, de permettre aux paysans de planifier, de permettre à des personnes d'acheter des produits qu'ils ne pouvaient plus s'offrir. Donc, c'est un peu pour moi le seul projet de changement de société très très fort qui est sur la table aujourd'hui et qui est systémique. Donc on se bagarre pour ça et j'espère que vous aussi sur vos territoires, vous pouvez rejoindre des expérimentations. Il y a un site qui s'appelle le Collectif National pour une ESSA qui existe. Donc je vous invite à aller y jeter un œil parce que ça peut vraiment être notre avenir. Ça va être chaud ces prochains mois, hein, on est bien d'accord. Notre ministre de l'Agriculture, j'espère qu'elle ne m'entend pas, si elle peut m'entendre, ça ne va pas aller du tout dans ce sens-là, mais on va continuer de se bagarrer, de faire monter les sujets, et on a besoin de la société civile, on a besoin des assos. Moi, c'est comme ça que je conçois ma manière de travailler de néo-député, c'est de m'appuyer sur ceux qui savent, et ceux qui savent, c'est les paysans, c'est les assos, c'est les citoyens qui sont des vrais experts sur ces sujets. Voilà. Et les acteurs de la restauration, évidemment, qui sont déterminants dans cette transition. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier. Merci à tous.